Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir sur MLTV. On est en direct cet après-midi depuis les locaux de La Boussole, ici en plein centre d'Épinal pour cette émission spéciale de Débattre. Et on ne sera pas trop de deux pour animer cette émission avec Lia. Comment ça va, Lia ? Ça va très bien, Rémi, merci beaucoup. Et toi ? Ça va très bien. On a un petit peu de pression parce qu'on remplace aujourd'hui le chef Florian. Le grand patron, exactement. Mais il nous a confié les clés, je pense qu'il a fait en confiance. Mais bien sûr. Il savait que ça devrait plutôt bien se passer avec un sujet important aujourd'hui. On va parler du droit international, de la journée des droits de la femme qui aura lieu demain, le 8 mars. Mais heureusement, pour vous qui êtes habitués à cette émission sur la MLTV, il y aura des visages connus. Bien sûr, déjà abonnez-vous, likez, surtout commentez sur nos réseaux en direct pour interagir avec nous. Tu l'as dit, Rémi, il y a des visages connus qui sont là aujourd'hui, nos chroniqueurs de la MLTV. Solène, bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, merci. Du coup, chroniqueuse de la MLTV et c'est un plaisir pour moi d'être ici. Génial, à tes côtés, Lévin, le seul garçon de la bande. Exactement. Ça va, tu te sens bien ? Oui, ça va. Je suis bien entouré. Génial, tu m'étonnes. À tes côtés encore, Rose. Salut Lia. Comment tu vas ? Ça va bien. Ok, une première pour vous en direct, là, pas trop stressé ? Un peu, mais on est très bien entourés. Donc voilà, comme tu dis. Et ensuite, Noémie. Oui. Ok. Alors, depuis quand vous faites partie de cette bande-là, de la MLTV ? Ça a commencé en octobre de l'année dernière. Et voilà, une première en direct. Et c'est quand même quelque chose. Une émission en deux parties dans laquelle nous reviendrons donc tout à l'heure en deuxième partie sur précisément cette journée, les dispositifs qui existent en France, notamment dans la région, etc. Et puis une première partie durant laquelle nos jeunes de la mission locale vont avoir le plaisir de bavarder avec notre invitée du jour, une de nos invitées, Clarisse Fontaine, qui était sur scène hier soir à la Louvière à Épinal pour sa pièce, cette petite musique que personne n'entend, une pièce qu'elle a écrite et qui est mise en scène par Joe Star. C'était hier soir à Épinal. Je vous propose d'ailleurs de regarder tout de suite quelques images. Donnez-la nous, hein. Faut aller libérer. Comme si on avait que ça à foutre. Et j'en avais des histoires. Je devais bien évidemment rester dans l'enceinte de la propriété. Mère grand, que vous avez de grandes mains. Oh, mais c'est pour mieux te saisir, ma chérie. Pour la deuxième partie, nous parlerons et débattrons avec nos autres invités, et Clarisse bien entendu, ensemble à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, des mesures et des autres actions à mettre en place dans notre société pour améliorer ce thème. Mais tout de suite, c'est focus sur la comédienne Clarisse Fontaine. Bonjour Clarisse, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. Merci à tous de me recevoir. En plus, pour cette première en direct, je suis ravie tout plein. Mais merci beaucoup à vous d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous avez joué hier sur les planches de l'auditorium de la Louvière d'Épinal la pièce Cette petite musique que personne n'entend, une exploration poignante de la condition féminine. On y parle de femmes battues, de pervers narcissiques, de masculinité, d'amour, de sexe, de rapport, de force homme-femme. Mais si vous deviez la décrire en quelques mots, cette pièce ? Alors en quelques mots, c'est, j'ai envie de dire, c'est une épopée vive, énergique, qui traite des violences faites aux femmes et effectivement qui est aussi très inscrite dans la société actuelle. Donc on part du principe que c'est une femme qui subit tout ça, mais ça arrive aussi à des hommes, hein, ça n'est pas exclu. Et voilà, c'est une pièce féministe qui est avant tout humaniste, j'y tiens, parce qu'on n'est pas là pour détruire les hommes, et on est là pour rendre justice à toute l'humanité et avancer ensemble. Super. Alors, une pièce que vous avez vous-même écrite, une première dans l'écriture ? Alors oui, c'est une première. Ça me tenait très à cœur parce que, en fait, pour moi, l'art est politique. Au sens philosophique du terme, il se doit de délivrer un message. Et je voulais partir de mon intimité, de ma vie personnelle, voilà, de mon expérience, parce que faut que ça nous touche pour transmettre quelque chose. Et m'étant sortie d'une situation d'emprise, je voulais potentiellement ouvrir la porte à d'autres. Et en écrivant cette pièce, je voulais faire comprendre comment on peut accepter l'inacceptable. Pourquoi on ne s'en va pas comme ça immédiatement ? Pourquoi on est dans un phénomène d'emprise ? Parce que finalement, la société ne le comprend pas forcément. Il y a encore du travail à faire auprès de la société en général, mais aussi auprès des juristes, auprès des accompagnants, des soignants, pour faire comprendre comment on en arrive là. Et je me suis dit que voilà, si ça a aidé ne serait-ce qu'une seule personne à l'issue de toutes les représentations, je serais gagnante. Et j'ai envie de dire,
heureusement et malheureusement, j'ai l'impression que c'est un impact qui est bien au-delà de ce que j'avais imaginé, en fait, parce que les retours sont vraiment colossaux. Alors effectivement, une pièce bouleversante, pleine de sens, qui soulève et bouscule, qui interpelle, mais qui délie aussi la parole parfois, et on l'a vu hier soir après le spectacle. Est-ce que c'est l'un des buts de cette pièce ? Totalement, totalement. On veut ouvrir le dialogue, voilà, qu'on soit d'accord, pas d'accord. Le but est de créer la discussion, parce qu'en parlant, on fait avancer les choses. Et puis, ça fait avancer la société, ça permet aux gens de se positionner, ça permet aussi de délier les langues de toutes parts, en fait, d'oser dire les choses, d'oser prendre la parole. Et c'est un premier pas aussi vers le soin, vers la libération, et c'est nécessaire. Alors, cette pièce, elle est inspirée de votre histoire personnelle. Est-ce que l'écriture de cette pièce a été un exutoire pour vous, une guérison, une délivrance ? Alors non. Le travail était fait grâce à mon travail avec ma psychologue. C'était vraiment pour moi un processus créatif. Voilà. Faire de quelque chose de difficile quelque chose de beau, parce que je pense que c'est aussi une façon de se relever. Ça a été mon chemin créatif, mais ça n'était pas une catharsis ou une guérison. Je le revis pas tous les soirs pour me guérir, absolument pas. Là, c'est vraiment ouvrir la porte, ouvrir le dialogue. C'est vraiment fait dans ce but-là. Super. Alors, vous avez collaboré avec Joey Starr, qui s'initie sa première mise en scène. Ouais. Cette collaboration interpelle. Oui. Comment s'est faite cette rencontre et pourquoi avoir choisi Joey Starr pour mettre en scène ? Alors, ça fait grandement débat, effectivement, et je peux le comprendre. En fait, c'est une idée qui m'a été soumise d'aller vers lui. Je voulais un homme à la mise en scène parce que c'est écrit par une femme, interprété par une femme, beaucoup à propos des femmes. Je voulais un regard masculin. C'était important pour moi. Et puis, en fait, quand on m'a soumis l'idée de Joey Starr, parce que je ne l'ai pas eu de prime abord, faut être honnête, je savais qu'il avait été condamné pour des violences conjugales faites aux femmes. Bon. Je me suis rendu compte qu'il ne minimisait pas ce qu'il avait fait. Et en fait, en plus, c'est quelqu'un qui a payé sa dette auprès de la société, ce qui est assez rare. Et en fait, ça m'a ouvert une porte en me disant que c'était à toute la société d'avancer ensemble et de ne pas laisser les victimes ou les agresseurs présumés dans un carcan. Et il faut faire avancer tout le monde dans une même dynamique. Et en fait, ça m'a ouvert véritablement une porte, personnellement. Et je me suis dit que si moi, ça m'avait ouvert une porte, ça en ouvrirait à d'autres. Et alors, je sais que ça fait beaucoup débat, ça fait réagir. Il y a des gens qui sont obtus totalement. Mais quand je l'explique, souvent, ça fait avancer les choses. Et je leur dis, venez, et on en parle après. Voilà, pourquoi c'était lui. Puis lui, ça a été une rencontre, un coup de foudre artistique, une évidence. Il a compris les mots. Il n'a pas cherché à minimiser ce que je voulais dire, surtout pas. Il a vraiment fait en sorte que je fasse entendre ce qu'il y avait derrière tout ça, que ça soit mis à nu, accru. Et c'est important parce qu'il y a toute cette violence interne, tous ces sentiments abrupts qu'il fallait faire sortir. Et ça, il n'a pas cherché à le cacher, et c'est ce qui était très important. Alors, une pièce pleine d'espoir aussi lorsque vous vous adressez directement aux femmes et aussi aux hommes qui auraient du mal à se sentir exister sans ce rapport de force, justement, et de pouvoir. Oui, parce que pas de la même façon, l'éducation des petites filles, où on leur apprend à être une fille facile en disant oui à tout, être bien sage et polie, et puis le garçon qu'on enferme aussi dans un schéma où elle doit montrer une certaine virilité, une surpuissance, etc. J'ouvre la porte à toutes nos sensibilités, et pareil, voilà, c'est une avancée, une progression de la société, voilà, quelque chose à faire ensemble. Et c'est une discussion à avoir parce que ça naît aussi de ces schémas, aussi, toutes ces relations toxiques. Pas que sensibiliser les femmes, mais aussi beaucoup les hommes, finalement. Ensemble, toujours. Voilà. Alors moi, personnellement, je garderai vraiment très longtemps cette phrase « Rien n'est plus fort qu'une femme qui tombe et qui se relève ». Et pour ça, merci beaucoup. On va se tourner maintenant vers nos chroniqueurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette pièce ? Car vous étiez là hier soir. Franchement, moi, personnellement, ça m'a énormément touchée par rapport à mon vécu. Parce que j'ai pu vivre des choses assez similaires par rapport aux personnes de mon entourage qui ont vécu ce genre de choses. C'est vrai que ça m'a pas mal touchée, et j'ai aussi pensé que si les personnes qui font ce genre de choses peuvent avoir un regard extérieur et se rendre compte de réellement ce qu'ils ont fait, de l'impact que ça peut avoir dans la vie d'autrui. Et j'ai trouvé que... C'était bouleversant. Ouais, c'était bouleversant en fait. On en a parlé longuement après, et on a eu des discussions sur nos vécus personnels après. Enfin, c'est quelque chose qui, je pense, nous a marqué
pour un moment. Ouais, vraiment, c'est un impact fort. En fait, les mots sont tellement forts, la pièce est tellement forte, en fait, en émotion, et on comprend tout, on comprend vraiment, on se met à la place de la fille, du coup, qui vit tout ça. On ressent les choses, et c'est incroyable. Oui, moi j'ai beaucoup aimé l'image des chaussures qui tombent au premier coup et que tu remets à la fin quand tu te relèves, et je trouve ça beau, fort, vraiment. Et toi, Lévin, en tant que En tant qu'homme. Voilà. Bah oui. Franchement, j'ai rien à rajouter par rapport à ce que les filles ont dit, mais personnellement, en sortant du spectacle, j'étais bouche bée, j'avais pas les mots, franchement. Et pendant le spectacle, il y a eu quand même des scènes qui m'ont ému et qui m'ont touché personnellement. Et c'est le but, là. Hein. C'est le but, c'est que chacun fasse son chemin interne aussi. Ça fait référence à des histoires plus ou moins personnelles. Et puis, chacun tricote son histoire par rapport à son vécu, aux gens qu'ils ont autour d'eux. Et je me rends compte que finalement, ça touche tout le monde d'une certaine façon. Et ça permet d'ouvrir la discussion. C'était le but escompté. Et oui, c'est une pièce, j'ai souvent tendance à la définir comme une pièce coup de poing. Et c'est l'idée, c'est d'aller réveiller un petit peu les choses, sans s'ennuyer, sans que ça soit rébarbatif, comme pas mal de pièces féministes aussi qui sont parfois un peu ennuyeuses. Voilà, c'est de vivre les émotions à fond avec cette personne pour comprendre aussi le chemin. Tu l'as très bien dit. Ça commence fort, avec la gestuelle au début, le loup. Ça met dans une ambiance particulière. Oui, et puis on a du Joe Star aussi derrière, donc on vient accueillir tout le monde, on vient vous saisir un petit peu, après on vous retourne. Très réussi. Oui, c'est l'idée. Et puis de toute façon, la vie, elle est comme ça. Elle est aussi là où on s'attend pas, en fait. On s'attend pas à vivre tout ça. Et puis, c'est vraiment le message final, c'est vraiment la façon dont on va se relever, parce qu'on va tous tomber à un moment dans nos vies. Et puis, c'est comment on en fait quelque chose de beau, comment on se relève. Et puis voilà, c'est comment on a un engagement. Comme vous, ici, aujourd'hui, vous êtes engagés dans ce que vous faites et c'est magnifique. Et voilà, c'est aussi donner ce petit plus, se dire, le chemin n'est pas simple, mais il vaut vraiment le coup. C'est vrai. Vous aviez prévu quelques questions pour Clarisse ? Totalement, oui. Alors déjà, à quel point Joe Star a été important dans votre carrière et dans le spectacle, du coup ? En fait, j'ai envie de dire, humainement, il a été extrêmement important pour moi parce que personnellement, il m'a porté aussi dans ses mots et dans le sens que je voulais donner. Et forcément, il fait une mise en lumière sur ce travail et qui n'est pas forcément mis en lumière par tout le monde. Alors, ça devient un peu phénomène de mode, MeToo, etc. Mais là, on va vraiment dans la profondeur de quelque chose. Et c'est important aussi qu'il y ait des gens, des têtes d'affiche qui s'investissent là-dedans. Et ça, c'est énorme, en tout cas pour cette cause. Et je pense que ça l'a dépassé lui aussi. Il fait aussi les choses parce que derrière, il y a un vrai sens. Évidemment, oui. Et est-ce que le spectacle a changé la perception de votre entourage face à vous, votre vécu ? Alors, je pense que les très proches savaient plus ou moins. Non, ça ne change pas. J'ai pas peur. J'ai pas eu de honte à dire tout ça. J'ai pas non plus de honte à m'exposer. Et parce que après tout, c'est pas à moi d'avoir honte de tout ça. Bien sûr. C'est vrai. Et je ne le vis absolument pas comme ça. Et alors oui, je pense que ça peut choquer plus d'une personne un petit peu, mais les gens s'en doutaient, ils s'adaptent, et puis ils ont ce moment un peu comme vous, c'est un peu estomaqué, bouche bée, et puis après on en parle, et puis voilà. Moi en tout cas, à aucun moment je ne me mets en position de honte vis-à-vis de tout ça, et je veux que ça ouvre la parole à plein d'autres, parce que c'est pas à notre côté à avoir honte. Oui, bien sûr, c'est le but au final. Voilà. C'est inspiré de votre vécu, mais je voulais savoir quelles sont, ou s'il y a eu d'autres femmes dont vous vous êtes inspirée pour écrire cette pièce. La pièce est romancée. En fait, quand j'ai commencé à l'écrire, l'histoire m'était déjà arrivée une dizaine d'années auparavant, et je me suis dit, est-ce que je suis toujours dans le vrai ? Donc je suis aussi allée à la rencontre de beaucoup de femmes, et je pense que ça résonnera aussi avec vous en tant que psychologue. En fait, j'ai reconnu mon histoire chez toutes ces femmes. Et c'est vrai qu'après chaque représentation, j'ai malheureusement des femmes qui viennent me dire « Vous avez parlé de ma vie pendant 1h10, c'est ma vie ».
Et en fait, je me suis rendu compte que malheureusement, j'étais toujours très dans le vrai. Alors, les lois évoluent, c'est très bien. Mais concrètement, il y a tout cet accompagnement qu'il faut pousser, mettre en œuvre, voilà, où il faut être là. Et c'est excessivement important parce que quand on parvient plus ou moins à se libérer de ça, on est tellement démunis que là, la machine doit venir nous attraper pour nous aider et nous relever. Même si le déclic est toujours intérieur, personnel, parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne le veut pas. En fait, la libération se fait vraiment, doit venir de sa propre personne, mais une fois que le déclic est là, il faut qu'il y ait au moins la société, parce que souvent on n'a plus d'amis, on n'a plus de famille, on a été isolés, puisse à ce moment-là prendre le relais pour nous donner un coup de pouce et se mettre en avant. Et du coup, vous avez déjà écrit cette pièce il y a quelques temps et vous l'avez jouée un certain nombre de fois. Vous avez dû avoir un nombre de retours, comme vous dites, important. Si vous deviez la réécrire aujourd'hui, est-ce que vous changeriez des choses? Est-ce que vous en ajouteriez? Alors, je ne la réécrirai pas parce que malheureusement, c'est toujours vrai. Oui, je pourrais faire évoluer, peut-être aussi petit à petit la fin, parce que en fait, je parle de l'après qui n'est pas évident, mais qui est beau, qui vaut la peine d'être vécu. Et puis comment on se cherche, comment on se construit, comment on apprend à être soi finalement quand on a été détruite. Donc voilà, c'est tout ce petit chemin, ces péripéties, mais cette suite, elle se perpétue en fait. Donc effectivement, ça pourra évoluer un petit peu sur la fin, la façon dont... Voilà, je pense que moi, la reconstruction, elle a aussi été via l'art. Et puis on comprend petit à petit que je vais m'exprimer à travers cette chose artistique. Chacun va trouver son chemin, mais effectivement, potentiellement, la fin peut se réécrire petit à petit. Ouais. Elle sera plus belle. J'espère. Pendant votre spectacle et lorsque vous êtes mis à chanter, est-ce qu'il y avait des personnes du public qui chantaient avec vous? Est-ce que c'est déjà arrivé? Alors ça arrive. Il y a des soirs où les gens communiquent, les gens osent répondre à mes interpellations, où ils s'embarquent avec moi. C'est très variable. Les publics sont différents tous les soirs. On est vraiment dans le spectacle vivant. Et les réactions sont totalement différentes chaque soir. Voilà, il y a des publics qui vont plus ou moins se permettre de rire, oser rire, en tout cas le rendre bruyant. Et puis il y a des soirs ils vont prendre la parole et d'autres non, ça va rester très silencieux. Ça ne veut pas dire que ça marche pas, hein, c'est juste comment ils se permettent, parce que c'est pas simple non plus. J'envoie un petit coup de poing, donc il faut oser aussi s'exprimer, mais ça arrive, oui, effectivement. Très bien. Et j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a eu des scènes qui ont été plus compliquées pour vous à jouer, et pourquoi? Non, parce que je suis comédienne avant tout, en fait. Moi, je suis comédienne, auteure et réalisatrice, et c'est d'abord mon métier. Donc ça, c'est pas, il y a pas de scène plus difficile les unes que les autres, parce que j'interprète un personnage finalement, même si ça part de mon vécu, de mon histoire. Je ne rejoue pas mon histoire chaque soir. Je viens un petit peu en distance. Je suis comédienne chaque soir, et c'est avant tout aussi une belle écriture pour moi en tant que comédienne, parce que je me donne une palette de personnages à jouer qui est assez large. Donc je me fais un petit cadeau aussi, moi en tant que comédienne, pour pouvoir jouer tout ça. Très bien, merci. Et moi, comme question, je voulais vous poser comment a été perçu le spectacle par le public. Comment c'est perçu? Ouais. J'ai de retours colossaux, incroyables, forts, extrêmement touchants. Il y a toujours ce petit temps où les gens ont besoin d'atterrir, parce que il y a besoin de mûrir tout ce qu'ils viennent de recevoir. Je pense qu'émotionnellement, on fait tous un voyage intérieur, donc il faut ce petit temps. Et ensuite, j'ai aussi beaucoup de remerciements, d'oser dire ces mots, sur le jeu, sur la justesse de ce qui est dit. Ça vient un peu de toutes parts, que ce soit des gens de droit ou des accompagnants soignants, et puis d'anciennes victimes ou d'enfants de victimes aussi. J'ai eu beaucoup de retours qui me disent qu'on est dans le juste et que c'est important de mettre les mots sur ces choses et d'oser dire les choses et de les mettre à la face du monde, j'ai envie de dire. Donc ça va au-delà de mon travail de créative et de comédienne. Voilà, c'est beaucoup plus fort. C'est cet engagement aussi qui prime, et c'est aussi ce pourquoi je le fais, parce que c'est nécessaire en fait, tout simplement. Merci beaucoup, Clarisse, d'avoir répondu à nos quelques questions.
Restez avec nous, Clarisse, parce que dans cette deuxième partie, on va bavarder un petit peu tous ensemble autour de cette journée internationale des droits de la femme qui aura donc lieu demain, 8 mars. Simplement quelques mots pour vous rappeler d'où vient cette journée qui trouve son origine dans des manifestations de femmes au début du XXe siècle en Europe et aux États-Unis qui réclamaient de meilleures conditions de travail et le droit de vote aussi. Et c'est en 1975, l'année de la femme, que l'ONU a commencé à célébrer officiellement cette journée internationale des droits de la femme, donc le 8 mars. Je voudrais qu'on aborde avec nos invités qu'on va vous présenter d'abord tout de suite. Clémence Frimer, vous êtes psychologue au CIDFF. Bonjour, vous avez un micro juste devant vous. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous rappeler d'abord en quelques mots qu'est-ce que c'est le CIDFF ? Alors le CIDFF, c'est le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Donc c'est une association qui a maintenant un peu plus de 50 ans. Et nous, on est implanté sur le secteur des Vosges, sur Épinal, depuis maintenant un peu plus de 40 ans. Et on est une association d'aide aux victimes. Donc on accompagne des personnes victimes de violences conjugales, mais on a aussi d'autres services. Donc voilà. Ça sera l'occasion d'en parler justement dans le courant de cette émission. À vos côtés, Cédric Axer, bonjour. Vous êtes le président de la mission locale. Vous avez plein de casquettes, mais aujourd'hui, c'est en tant que président de la mission locale que vous allez intervenir avec nous. Et puis, à mes côtés, le député des Vosges de la première circonscription, Stéphane Viry, bonjour. Bonjour. On va démarrer avec vous parce que c'est l'actualité chaude. Vous étiez il y a 48 heures, 72 heures à Versailles, puisque c'était la réunion du Congrès pour faire inscrire l'IVG dans la Constitution. C'est un moment historique. C'est un moment historique par rapport au message que la France peut adresser au reste du monde. C'est un message important pour les femmes. Ce n'est pas une nouveauté en droit. Le droit à l'avortement, il est posé en France depuis des décennies. Moi, je porte la conscience de la mesure symbolique que représente cette inscription dans la Constitution, mais ça ne crée pas de droits supplémentaires. J'ai peut-être un peu déploré pour dire... Alors, je suis satisfait du vote. Naturellement, j'ai voté pour. J'ai toutefois été un peu déçu de deux choses. La première chose, c'est la façon dont certains ont fait de ce vote comme un totem ou comme un trophée, alors que recourir à l'IVG pour une femme, c'est toujours une douleur. Ça reste un acte personnel, intime, qui peut avoir des conséquences collatérales. Je le dis avec un peu de maladresse peut-être, mais ce n'est pas un arrachage de dents. Prendre la décision de ne pas conserver une grossesse. Et ces femmes, probablement que dans les mois et dans les années suivantes, elles sont impactées selon leur profil, selon leur parcours. Et j'ai trouvé que ça manquait dans le débat public, dans la conséquence du droit à l'avortement, que ça manquait un peu de profondeur par rapport à cela. La deuxième chose, c'est qu'on a effectivement acté, c'est bien, tant mieux, on garantit durablement cette liberté des femmes d'interrompre volontairement une grossesse, mais c'est bien aussi de faire de la prévention, c'est bien de faire de l'éducation à la sexualité, c'est bien de regarder en amont et en aval l'accompagnement. Tout à l'heure, Clarisse évoquait à la fin de sa pièce la suite. Lorsqu'une femme recourt à un IVG, il y a aussi forcément besoin d'un accompagnement. La vie ne reprend pas comme si rien ne s'était passé. Et voilà, donc je suis satisfait de cette avancée de notre Constitution. On protège un droit essentiel, un droit fondamental pour les femmes, mais on ne change pas la loi Veil de 1960. Donc c'est pas une nouveauté, c'est une garantie. Mais j'aurais aimé que la nation s'empare un peu plus de cette question. Je pense qu'on collectivement, les médias, celles et ceux qui ont voté, les commentateurs, je pense qu'on est peut-être passé à côté d'un autre message en faveur des femmes et de leur liberté. Comment vous avez vu cette chose-là, Clémence Frimer, qui est psychologue, donc on le rappelle, au CIDFF? Moi, j'ai perçu ça forcément, je pense, comme beaucoup de femmes, comme une grande avancée. C'est vraiment... Nous, au CIDFF, on a une frise avec toute l'évolution des droits des femmes et on s'est dit, c'est bien, ça va pouvoir permettre de rajouter une nouvelle avancée à ce niveau-là. Et c'est vraiment, oui, c'est une grande avancée, c'est super important de pouvoir protéger ce droit-là qui est fondamental pour toute femme. Et les jeunes, alors? Je suis assez d'accord avec Stéphane Viry que ça a été
des grands cris de joie, de faire entrer dans la Constitution. Mais c'est vrai qu'il y a des efforts à faire pour garantir ce droit autrement aussi et qu'il soit accessible. Il me semble que depuis 2015, il y a 131 centres d'IVG qui ont fermé en France. Donc, garantir cette liberté, c'est compliqué si on n'y a pas accès. Le combat continue malgré tout, mais c'est une grande avancée et j'en suis ravie aussi. T'as tout dit, en vrai, je ne saurais pas quoi rajouter. Clarisse ? C'est très juste, en fait. Voilà, ça garantit la liberté, ce qui est magnifique. Mais après, pour avoir ce droit et concrètement y accéder, les choses sont parfois pas si évidentes. Donc c'est toujours cet accompagnement dans le concret qui est nécessaire, que ce soit sur ce point-là ou sur l'accompagnement des femmes victimes de violences. Voilà, cette chose concrète qui vient derrière, sur lequel il faut travailler. Vous évoquez à juste titre l'accès, parce qu'effectivement, sur certains aspects, certes, un droit existe, mais des femmes n'ont pas accès à ce droit, ou alors avec difficulté, parce que encore certains professionnels de santé font valoir la clause de conscience pour refuser de pratiquer l'acte, ou alors que vous venez en consultation pour pratiquer un IVG, vont tenter de vous retourner le cerveau. Donc globalement, ça reste encore un combat. Le droit est acté, je suis d'accord avec tout un chacun, mais globalement, il reste vraiment un travail culturel et de moyens à mettre en œuvre. C'est d'une évidence absolue. Et puis, on parle d'une liberté, une liberté pour la femme d'avoir recours à cette décision d'IVG. Mais tout est là. Quelle liberté ? Si la liberté, c'est... La femme, peut-être qu'elle aurait envie de garder cet enfant. Mais il peut y avoir des cas de figure dans lesquels c'est le géniteur qui lui met la tête à l'envers, qui lui met une pression terrible. Alors que son choix, c'était d'avoir eu cette relation sexuelle par amour, d'avoir eu cet enfant. Et le géniteur, la famille, les parents, le droit existe, mais la liberté peut être aussi discutée. Et voilà, je reviens à mon propos initial. Je suis très fier que la France ait inscrit dans l'IVG la Constitution, le droit inaltérable à l'IVG, mais ça ne tarit pas le débat et l'intensité du message sur la réalité de cette problématique du recours concret au quotidien à l'IVG dans notre pays. Justement, au sein du CIDFF, vous êtes arrivé, j'imagine, d'avoir parfois des femmes peut-être dans ces situations de ne pas savoir quoi faire, dois-je avorter, etc. ou pas. Est-ce que vous avez, quel dispositif il existe si vous avez des femmes qui viennent vous voir avec ce genre de questions ? Alors moi, j'ai jamais été confrontée à cette problématique-là, mais je sais que par exemple, si on est confronté à ce genre de situation, on réoriente vers les structures qui sont adaptées. Et s'il y a justement cette difficulté-là du point de vue de « oui, mais moi, je ne veux pas garder cet enfant-là, mais monsieur me met la pression », on fait aussi un travail sur un peu de prise de conscience, justement, sur la relation, etc. Parce que le travail, nous, c'est bien plus sur la prise de conscience de la relation. Ouais. Mais c'est déjà une première étape si elles viennent nous voir et qu'il y a aussi cette prise de conscience-là de se dire, mais en fait, je veux pas de cet enfant, mais lui me met la pression. Des fois, elles vont garder cet enfant-là parce qu'elles estiment que c'est leur choix à elles et en réalité, c'est pas du tout leur choix. Mais elles sont pas encore en capacité de percevoir que ce n'est pas leur volonté à elles. Et donc, dans ce genre de situation, on réoriente vers les structures les plus adaptées. Dans cette journée internationale du droit des femmes de demain, moi, il y a quelque chose qui dans ce débat en tout cas, il y a quelque chose qui m'a interpellé il y a quelques jours. On en a parlé entre nous lors de la préparation de cette émission. C'était la proposition qui a été faite au Sénat d'instaurer, comme dans certains pays d'Europe, comme en Espagne, un congé menstruel pour certaines femmes qui sont plus ou moins en souffrance durant cette période. Et le Sénat l'a retoqué. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a 222 sénateurs et 126 sénatrices. Alors, on n'a pas de sénateurs malheureusement aujourd'hui, mais moi, ça m'a interpellé parce que c'est un sujet qui concerne les femmes et qui a été, en fin de compte, j'allais dire bloqué par les hommes, entre guillemets, je mets des énormes guillemets, mais ça m'a interpellé. Comment vous avez vu les uns et les autres cette chose-là, Clarisse, peut-être ? Vous savez, il y a cette petite machine qui permet de faire ressentir aux hommes la douleur des femmes pendant les menstruations. Je propose qu'on leur fasse essayer à tous.
On en avait parlé entre nous. Vous aviez plein d'idées à cette époque-là quand on en a préparé. Oui, c'est quelque chose quand même. Ça devrait être plus équitable au Sénat. On en avait parlé, oui, que ça reste quand même en politique compliqué d'avoir l'égalité homme-femme, ce qui peut avoir un impact du coup sur les décisions politiques. Et ça, ça peut être compliqué. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi dans ce genre de situation, c'est les hommes qui choisissent à notre place. Ils sont pas tous les jours, ils vivent pas tous les jours de un ce qu'on vit et de deux les règles ils les vivent pas et ils sauront jamais honnêtement. Ils pourront voir comment sont les femmes, mais jamais ils pourront vivre, jamais ils pourront ressentir ce que nous on ressent. Du coup, pour se mettre à notre place, c'est hyper compliqué et prendre une décision aussi énorme pour nous, forcément, ils se trompent à chaque fois, quoi. Alors peut-être là aussi deux observations. La première, il ne faut pas forcément être une femme pour défendre les femmes. Bien sûr, mais évidemment. Vous laissez à penser dans votre observation, et que j'admets, qu'il n'y a que des femmes qui peuvent comprendre et qui peuvent bien voter dès lors qu'il s'agit d'un sujet de femmes. Non, je parlais surtout pour ce... Bon, en tout cas, il ne faut pas forcément être une femme pour avoir un engagement pour la cause des femmes, pour le droit des femmes, pour la liberté des femmes. Très modestement, j'en suis peut-être aussi un exemple. J'ai pris la décision, depuis que je suis député, de m'engager dans la délégation pour le droit des femmes et pour l'égalité femmes-hommes. J'y travaille chaque semaine à l'Assemblée. Il y a très peu d'hommes députés qui le faisons, mais globalement, je ne pense pas que les combats des femmes doivent être exclusivement portés par des femmes. Bien sûr à la que limite, non. Bien au contraire. Je me suis peut-être très mal exprimée. Non, ce n'est pas mon propos. La deuxième chose que je voulais dire, moi je tiens beaucoup aux institutions. Le Sénat, il est composé comme ça parce que ce sont des électeurs qui l'ont composé comme ça. On ne va pas quand même tout abîmer le pays en considérant que l'organe n'est pas bon, il faut en changer et que ça ira mieux. Après, sur votre message, moi je vais quand même le teinter d'optimisme. Parce que ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas une fois que ça ne fonctionnera plus. Je mène un combat, et Cédric m'avait accompagné au départ, pour la reconnaissance pour les femmes d'une maladie assez terrible que je ne connaissais pas avant d'être député, qui s'appelle l'endométriose. Lorsque une citoyenne est venue me voir dans ma permanence pour m'expliquer la souffrance qu'elle avait par rapport à cette maladie de l'endométriose, je me suis dit, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi concrètement? Et je me suis rendu compte effectivement que la sécurité sociale en France ne reconnaissait pas un certain nombre de droits liés à la protection sociale parce que la maladie n'était pas reconnue. Décision d'aller de l'avant, de faire bouger les lignes, donc des propositions, des votes à l'Assemblée. Et ça a mis du temps, mais on y arrive. Et j'ai vu ce matin avec plaisir que la nouvelle ministre de la Santé, Madame Vautrin, avait pris une décision ce matin tendant effectivement à faire évoluer la prise en charge de l'endométriose, tout simplement en respectant davantage les femmes. Donc, par rapport à cette décision du Sénat, je pense elle est peut-être un peu symbolique. Je pense qu'il ne faut pas lui donner plus d'importance qu'elle n'a. Ce n'est pas parce que ça a été à un moment donné voté comme ça que le sujet est clos. Bien au contraire. Est-ce qu'on peut dire juste que la société n'est pas encore prête pour ce genre de décision, tout simplement? Non, je ne crois pas, parce que la preuve, pour l'IVG, il y a quand même eu un vote, 90% des parlementaires ont voté pour, parce que sur beaucoup de textes à l'Assemblée, on sait les faire voter, quelles que soient les opinions politiques et les engagements parlementaires des uns des autres. Que la société civile soit un chouïa en avance à l'égard de la société politique, probablement, mais je pense que les deux tendent à converger. Et il arrive parfois que ce soit des initiatives politiques et parlementaires qui fassent également à terme bouger la société civile. Mais les deux se recoupent très, très souvent. Il existe à Paris, au-delà du CIDF et de son antenne nationale, la Fondation des femmes. Il y a énormément de structures associatives, de mobilisation qui cherchent effectivement à faire évoluer la cause des femmes dans sa globalité et qui associent, là encore, quasiment chaque semaine, les députés qui le souhaitent à bosser ensemble. Moi, je suis plutôt confiant. Par l'IVG, on montre bien qu'on ne veut pas que ça recule. Mon idée, moi, c'est que ça continue à avancer. En matière, là, on a parlé de la santé par rapport à l'endométriose. Il y a une cause qui, pour moi, est essentielle, c'est l'égalité professionnelle, femmes-hommes, en termes d'évolution de carrière, en termes de salaire, évidemment. Clarisse a parlé à travers cette mise à nu, parce que Clarisse, c'est une mise à nu que vous avez fait des violences conjugales, de l'emprise, de la nécessité de libérer, pas uniquement la parole, libérer un corps, libérer une âme par rapport à sa place de la société.
Donc il y a effectivement les violences sur lesquelles on a voté et on a mis des moyens complémentaires, mais ça ne fonctionne pas. Mardi, j'ai eu un échange avec la nouvelle ministre déléguée aux droits des femmes lors d'une réunion de la délégation pour le droit des femmes, et je lui ai posé cette question. Je dis, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu une volonté, qu'il n'y a pas eu des moyens complémentaires, mais chaque jour en France, dans les foyers, il y a quasiment toujours autant d'actes de violences domestiques, de violences conjugales, avec des féminicides. Et la question maintenant, il faudrait que la politique évalue l'efficacité de ce qu'on vote. Parce qu'on peut se donner bonne conscience, c'est bien, on a voté, c'est bien, on a donné une solution. Il y a des dispositifs, si globalement ça ne change pas, il ne faut pas que ce soit décourageant, mais il faut qu'on constate collectivement cette inefficacité. Et peut-être faut-il faire autrement. Je crois qu'on a un vrai travail d'évaluation à faire désormais. Exactement. Ouais. Je suis entièrement d'accord. Il faut se poser les bonnes questions pour concrètement mettre en œuvre les bons systèmes qui fonctionnent, en fait. Mais ça, c'est valable sur plein de domaines. Vous pourriez le lire, téléphone grave danger, ça fonctionne bien. Initialement, dans le département des Vosges, il y en avait 1 ou 2. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Il y a désormais les ordonnances prises par le juge aux affaires familiales pour effectivement imposer un éloignement de la personne qui agresse. On a vraiment armé le pays avec plus de choses. Il n'en demeure pas moins qu'en dépit de cette montée en puissance, la situation elle reste dangereuse, insécurisante et souvent fatale pour trop de femmes. Cédric Axer, en tant que président de la mission locale, vous avez aussi l'occasion de rencontrer plusieurs jeunes de tout type de profil. Quel regard vous portez aussi sur toutes ces, sur l'avancée, notamment sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution? Au-delà de cette dimension de l'IVG, de manière beaucoup plus globale, ça ramène peut-être tous les échanges qu'on a jusqu'à présent à des dimensions très terre-à-terre, puisque à la mission locale, on accueille environ 2500 jeunes par an, donc environ la moitié de femmes, et quotidiennement, on est confronté à cette situation de violence qui peut s'exprimer parfois de manière inattendue dans le cadre d'une séquence qu'on avait pu monter dans le cadre du harcèlement scolaire et qui évidemment avait donné et nous a ramené d'autres cheminements. Donc on voit en plus bien souvent que les violences s'entrecroisent, qu'elles s'additionnent, qu'elles sont malheureusement parfois des héritages. Et on est confronté à ça, la mission locale, ce qui fait que bien sûr nos conseillers sont formés aux notions d'accompagnement, que dès qu'il y a des initiatives, on est présent. Bien sûr, il y avait plusieurs jeunes de la mission locale qui étaient présents hier au spectacle, c'est essentiel. Ils sont aujourd'hui eux-mêmes les animateurs de notre web télé et sont les premiers à mettre en avant ces sujets qui sont des sujets de société que les jeunes ne veulent plus voir traîner effectivement au cœur de notre société. Mais il n'en reste pas moins que nous-mêmes sommes confrontés aussi aux insuffisances de réponses concrètes sur le terrain. Il n'est quand même pas bien évident, malgré la présence des acteurs, leur implication, le CIDFFF, on a parlé du procureur de la République, on peut parler du juge aux affaires familiales, etc., mais que globalement, entre le moment où on va cerner un problème, le moment où peut-être un jeune va être en mesure de nous en parler, il peut y avoir des délais, parfois ça n'arrive pas, malheureusement, malgré la confiance qui peut être tissée avec le conseiller d'insertion professionnelle à la mission locale, et que notre enjeu à nous, et c'est peut-être un dérapage dans le débat, mais je veux dire que globalement, on a vu de nous ces derniers temps, on voulait faire de nous un opérateur de la mise au travail des jeunes, alors que les missions locales de France sont avant tout des opérateurs de la confiance vis-à-vis de la jeunesse. Et nous, on a été l'objet d'un audit, parce qu'on veut être labellisé au niveau national. Le premier truc que les jeunes nous disent, d'important, et peut-être voudrez-vous réagir, c'est l'écoute avec le conseiller d'insertion professionnelle. C'est la capacité de tisser une relation de longue durée. Ça prend le temps que ça prend. Ce n'est pas des mesures de 10 heures par semaine ou de 15 heures. C'est bien, mais il faut dépasser cet horizon-là pour que globalement, là où aujourd'hui les jeunes qui ont, bien souvent, s'ils sont chez nous, il y a échec scolaire. L'échec scolaire, il ne vient pas de n'importe où, bien souvent. Ce n'est pas parce que les jeunes sont nuls, c'est parce qu'il y a eu des accidents de parcours. Et que pour tisser une confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas, alors qu'autour de soi, il n'y a personne, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'implication, et que ce sont sans doute des choses qui peuvent paraître microscopiques, mais qui finalement peuvent nous aider à résoudre une bonne partie du problème.
Là, le problème que nous avons ensuite, c'est parfois de trouver le relais, c'est effectivement de trouver le bon interlocuteur dans un contexte où effectivement, on le sait, tu parlais tout à l'heure de ces centres IVG qui ont fermé, mais on pourrait parler des services aussi de santé mentale, d'accès aux soins d'une manière générale, de médecins généralistes tout simplement, qui ne prennent pas que 5 minutes pour faire l'examen seulement d'une seule pathologie, le temps à prendre. Et ça, c'est une dimension essentielle qui... nous, on sait bien, on ne chronomètre pas nos conseillers d'insertion pro quand ils accueillent les jeunes, parce que sans la confiance, il y a tout un tas de situations qui ne peuvent pas être détectées. Alors quand je vois, vous êtes un échantillon qui n'est peut-être pas totalement représentatif de la mission locale, mais la manière aujourd'hui dont vous portez droit, la manière dont vous êtes à l'aise sur les sujets, vous êtes en capacité, un peu comme Clarisse finalement, d'aborder le sujet, comme tu l'as fait tout à l'heure. Je ne suis pas sûr que ça aurait été possible il y a 6 mois avant que tu intègres cette aventure. Pas du tout, non. J'aurais jamais osé. Et comme vous l'avez dit, c'est une question de confiance. C'est parce qu'on a confiance les uns en les autres et qu'on est là les uns pour les autres que ça fonctionne en fait. Et qu'on arrive à parler. Et pour qu'une femme accepte de briser le silence, accepte de sortir, je pense que Clarisse le dirait avec beaucoup plus de talent et beaucoup plus de puissance que moi, il faut qu'elle ait confiance. Il faut qu'elle ait confiance en la société pour la protéger, pour la comprendre, pour l'écouter, pour lui permettre de passer à autre chose, la transition. Puis on en revient aussi à la communication, en fait, ce qui est extrêmement important. Voilà, avoir le temps de communication, se sentir ouvrir à la parole, c'est aussi en lien avec la confiance, mais et pas que. Voilà, c'est sentir que il y a possibilité de parler, et ça, c'est ce que vous faites très très bien. Moi, je voudrais revenir vraiment sur les recours qu'ont les femmes. Alors, j'entends bien qu'il y a des dispositifs qui existent, gouvernementaux, etc. Mais il y a quand même beaucoup de femmes qui se découragent à aller porter plainte parce qu'elles ont peur, en fait, qu'il n'y ait pas de suite. Ça arrive, je pense, très, très souvent. Est-ce qu'au CIDFF, on peut les aider, justement? Est-ce que vous mesurez ces cas de figure-là? Alors dans l'équipe, il y a des juristes qui justement répondent déjà à toutes ces questions-là en rapport avec qu'est-ce que je peux faire, parce que souvent elles n'ont pas d'avocat, donc toutes ces démarches-là, les juristes, elles vont les accompagner et aussi sur les préparer aussi à aller déposer plainte, parce qu'en effet, des fois c'est compliqué de franchir la porte du commissariat ou de la gendarmerie et d'être face à des personnes qui vont dire on n'a pas le temps, ou alors oui mais là on n'a pas de preuves, notamment dans les violences psychologiques, comme vous disiez dans la pièce, où c'est très dur de prouver qu'on est victime de violences psychologiques, et donc on les accompagne notamment sur le fait que c'est important de franchir, de faire cette étape-là, mais sans les brusquer pour autant. Il faut pas le faire à leur place. Non, et puis il y a encore une dimension qui est à prendre en compte aussi, c'est cette peur. En fait, parce qu'aujourd'hui, on donne l'impression d'accompagner la victime, ce qui est plus ou moins le cas. Il arrive même que des fois, avec une simple, pas un dépôt de plainte, mais une simple main courante, le juge se saisisse du dossier, ce qui est très bien. Mais demain, c'est elle qui est toute seule avec lui. Donc, c'est ce laps de temps qui fait que beaucoup de femmes n'osent pas, parce que ce moment où la justice peut potentiellement nous protéger et où on est seul avec son agresseur, qu'est-ce qu'on fait en fait? Et c'est ça qui est encore très difficile. En Espagne, c'est très immédiat. Voilà, là, ils ont avancé. C'était même vis-à-vis des enfants. Voilà, il y a une mesure. Ils considèrent qu'un mauvais mari est un mauvais père. Bon, alors, je ne sais pas si c'est tout un débat à faire autour de ça, mais d'une certaine façon, ça permet de protéger aussi. Il y a encore ce stade de peur où là, l'accompagnement est plus que nécessaire et très difficile. C'est pour ça que nous, on a une accompagnatrice sociale qui va être là justement pour aider à préparer le départ. Donc, parce que c'est pas forcément évident. Déjà qu'elles franchissent déjà la porte de l'association, c'est pas toujours évident. Et ensuite, c'est aussi quand elles arrivent à faire la démarche, c'est oui, mais comment je fais parce que je travaille pas, on a des enfants, comment on fait? L'emprise est totale. Hein. Ils ont fait en sorte qu'elles puissent pas partir. Hein. C'est ça. Donc voilà. On aide justement. Ma collègue travaille sur les démarches qui peuvent être faites et sur toutes les démarches, que ce soit au niveau de la CAF, de trouver un hébergement d'urgence, etc. Et nous, au CIDFF, par exemple, on peut recevoir le courrier. Par exemple, si elle vient à avoir son propre compte bancaire, nous, on peut réceptionner le courrier pour éviter justement, si elle est toujours avec l'auteur, que le courrier arrive au domicile. Il y a des choses qui sont mises en place et
on fait en sorte que la situation soit sécurisée avant en effet d'être dans cette démarche de plainte. Parce que voilà, l'objectif c'est d'assurer la sécurité de la victime mais aussi des enfants quand il y en a. La peur est effectivement le problème numéro 1. Une femme, il faut qu'elle ait confiance dans les tiers pour vraiment faire ce chemin et ce basculement dans un autre monde qui est celui de la défense de soi-même, de la liberté. Après, j'ai peut-être le sentiment que ça évolue quand même plutôt bien. Il y a une dizaine d'années, on recevait beaucoup de griefs de la part de femmes qui nous disaient « je suis allé à la gendarmerie, ils ne m'ont pas écouté ». Ou alors ils ont traité mon truc en 2 minutes, ou ils n'ont même pas voulu enregistrer ma plainte. Désormais, je crois, à part exception, parce que ça ne fonctionne pas encore très bien partout, qu'il y a des services dédiés avec des personnels plutôt féminins qui reçoivent la plainte avec le temps nécessaire. La France est en train de se mettre en mouvement plutôt positivement. Après, vous avez raison, il y a encore un angle mort, parce qu'il n'y a pas de réponse immédiate. Le système se met en mode protection avec quelques jours de battement. Et ces quelques jours, ils sont une éternité pour les femmes. Moi, je serais plutôt d'avis, en tout cas j'ai fait cette proposition, souvent quand la femme est victime de violence, elle et ses enfants, c'est elle qui part. C'est elle qu'on va placer dans un foyer, dans une solution d'hébergement souvent précaire. Moi, je serais pour renverser le truc. C'est aux violents de quitter le domicile conjugal. Un dépôt de plainte, la police arrive, à titre conservatoire, présomption d'innocence, il faut respecter quand même les principes généraux, mais néanmoins, tu le sors du domicile conjugal et c'est lui que tu mets ailleurs. Tu n'externalises pas les enfants de leur chambre, de leur vie de famille, de leurs habitudes. Mais il y a toujours cette peur que, du coup, l'adresse est connue. Bien sûr. Il n'y a pas de solution magique. Il y a simplement la nécessité d'aller vers effectivement des solutions plus efficientes, plus sécurisantes. L'Espagne est un bon modèle. L'Espagne a fait une mue culturelle terrible en l'espace de 2 générations. Et après, je me tais, mais il y a aussi, à l'évidence et à la base, toute la question de l'éducation. On ne peut pas y rester trop longtemps, mais ce n'est pas normal qu'effectivement, qu'un gamin, quand il naît pas avec des gènes ou l'ADN d'être violent à l'égard d'une femme. C'est le fruit d'un environnement, d'un contexte, d'une défaillance éducative où là, globalement, on doit faire des efforts. Ça, c'est pas compliqué à modifier la donne. Alors, on peut créer effectivement des téléphones grave danger, on peut créer des solutions juridiques, mais la question de la prévalence de l'éducation, de l'éducatif, elle s'impose à l'évidence de notre pays. Est-ce qu'au sein du CIDFF, Clémence, vous avez eu, je mets les pieds dans le plat, un homme qui est venu vous voir en vous disant je me suis mal comporté, qu'est-ce que je peux faire, je voudrais pas que ça recommence Alors, moi, je n'ai jamais non plus été confrontée à ça, mais ils peuvent. Hein. On va pas leur fermer la porte, ouais. Mais on les dirige vers une autre association qui est Terre à Vivre, qui est une association qui accompagne les personnes auteurs de violences, qui pour le coup, parce que nous, on est vraiment sur l'axe vraiment des victimes, ouais. Et on les réoriente justement vers cette association-là, qui a un peu le même fonctionnement que nous, qui a du coup des psychologues et d'autres professionnels qui accompagnent justement ces personnes-là sur justement comprendre pourquoi elles ont eu cet accès de violence-là, et puis voilà. Avant de terminer cette émission, parce que le temps tourne et on pourrait faire encore plein d'autres débats sur l'éducation, et notamment, je voulais revenir sur les chiffres des féminicides qui, l'année dernière, selon les chiffres officiels, étaient en baisse, 94 femmes tuées en 2023 en France. Mais cette année, en 2024, ils sont déjà très élevés. Ils sont à 31 féminicides aujourd'hui, donc c'est à peu près une femme tous les 2 jours, ce qui est énorme et ce qui est techniquement, il me semble, en hausse par rapport à l'année dernière. Avant de conclure, justement, peut-être que vous qui êtes en train de nous regarder, vous êtes peut-être justement dans ce cas de figure. Le message qu'on peut leur donner, peut-être au sein du CIDFF, c'est n'ayez pas peur, poussez les portes. Il y aura des gens qui seront là pour vous écouter. Il ne faut pas hésiter à venir. Alors, je ne sais pas quelle caméra exactement, je dois regarder. Mais il ne faut pas hésiter à venir et garder en tête que rien ne justifie la violence,
que voilà, nous, on est une association où on est soumise au secret professionnel, c'est confidentiel, c'est gratuit, c'est aussi important. Il ne faut pas hésiter à venir franchir la porte, même il n'y a pas de question bête, si c'est pour une simple question. Nous, on est là. Et voilà, gardez en tête que c'est vous la victime, que c'est pas vous qui avez fait mal les choses ou d'autres choses. Et que voilà, bien garder en tête que rien ne justifie la violence. Et puis, il ne faut pas se sentir jugé, je me permets, parce que, en fait, c'est le temps, si on met du temps, malheureusement, on a besoin de plusieurs tentatives avant de partir réellement. Et souvent, on est jugé par le peu d'entourage qui nous reste, parce qu'on ne comprend pas pourquoi, mais en fait, on est dans une situation de telle emprise qu'il faut l'accepter. Malheureusement, il faut parfois plusieurs tentatives pour y aller, et c'est aussi des associations qui ne vont pas vous juger, il faut le savoir, c'est important. Tout à fait. Cédric Axer, vous pouvez être fier de vos jeunes parce que là, on vient ensemble d'avoir un débat, une discussion pendant 1 heure. Et ce sont des jeunes donc, issus de la mission locale donc c'est pas du tout le métier. Voilà où on en est aujourd'hui. Merci de le noter. Cette initiative de Web Télé qui nous a été susurrée par quelques amis était une brillante idée. C'est-à-dire qu'en dehors de ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'appui des conseillers, leur présence, leur disponibilité, on a cet ancrage maintenant des jeunes qui parlent aux jeunes, des jeunes qui se retrouvent ensemble et qui contribuent à remuer nos habitudes, à remuer nos schémas, parce que globalement, il faut savoir aussi transmettre. Et donc, en l'occurrence, on est vraiment très très fiers de tout ce qu'ils font à ce titre, dans le cadre de la préparation de cette émission, de cette séquence, mais également de ce qu'ils font maintenant depuis plusieurs mois. Et on se pose même la question, parce que nous, normalement, ils ne doivent pas rester, vous voyez. Et on est en train de s'inquiéter parce qu'on n'a pas envie qu'ils partent, alors que notre objectif, c'est surtout que personne ne reste à la mission locale, puisque c'est une phase d'accompagnement pour un avenir meilleur. Alors, on n'a pas de doute, et on est très confiant pour leur suite, mais c'est aussi une aventure humaine extrêmement riche. Et je crois que vous aviez commencé votre propos sur l'humanité. Eh bien, on est en plein dedans. Bah oui, complètement. Et puis, c'est ce genre d'action qui nous permettent de nous relever, parce que ça nous arrive encore une fois à tous de tomber, et ça n'est pas grave, et c'est la vie. Et il y a tous ceux qu'on voit à la face caméra ce soir, mais il y a tous ceux qui sont derrière aussi. Voilà. Et on a été, c'est plus que des pros, voilà. J'aimerais préciser, parce que j'ai oublié de donner l'adresse du CIDFF, parce que tout le monde ne la connaît pas. Donc sur Épinal, on est au 19 rue d'Ambrail, donc c'est juste en face de la Tour Chinoise pour les gens qui connaissent, et on a des permanences dans tout le territoire vosgien. Donc il ne faut pas hésiter, si on n'est pas forcément d'Épinal, à se renseigner sur les permanences. J'imagine qu'on peut vous trouver aussi, de toute façon, avec Internet, oui, les numéros de téléphone, etc. Merci de votre participation. Merci Cédric Axer. Merci beaucoup Stéphane Viry. Et merci Clarisse de votre présence. Merci à vous tous. On vous invite à découvrir la mission locale et ses activités. Merci à vous d'avoir participé. Je pense que vous avez passé un très bon moment, une très belle expérience là. Oui. Ouais. Merci à la régie, Jean-Yves, Mathéo, Floriane, Steven, Nicolas, Mathis, Ledé et Victor. Merci à la Boussole pour l'accueil, pour le tournage de cette émission. Merci à la mission locale du bassin d'emploi d'Épinal pour l'organisation. Merci beaucoup à vous, web téléspectateurs. Oui, de nous avoir regardé cette émission que vous pourrez bien sûr revoir. Abonnez-vous. Likez sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, le compte de la MLTV. Il y a plein de contenus postés régulièrement, tous les mois, toutes les semaines. Il y a des choses qui se passent. Ouais, sur plein de thèmes différents. Absolument. Tous les trucs qui nous intéressent. Et voilà, donc c'est l'occasion d'en savoir un petit peu plus. Vous retrouverez évidemment une prochaine émission très très vite avec Florian qui récupérera la place. Mais oui, dommage. J'espère qu'il sera j'espère qu'il sera fier de nous, en tout cas pour aujourd'hui, Lia. Oui. Et puis continuez à nous suivre et merci à toutes et à tous. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.